Donc dans ce cours, ce que je vais faire, c'est vous montrer quelques petits modèles épidémiques additionnels. Et je veux faire ça d'une façon euh, un peu constructive au niveau de la modélisation, donc insister vraiment sur le côté modélisation de l'affaire plus que l'analyse elle-même. D'accord? Bien qu'on va garder ça en tête quand même. Alors, ce que je vais mentionner pour commencer, c'est que les extensions, donc modèle épidémique égale modèle de Kermack et McKendrick, enfin de type Kermack et McKendrick, et il y a eu énormément de travaux qui ont utilisé ce type de modèle, à la différence, enfin par opposition au modèle endémique. D'accord. Donc ici, on parle de modèle épidémique. Et je tiens, par exemple, à mettre en avant un travail de Fred Brouwer de 2005 qui revisite plus ou moins le modèle de Kermack et McKendrick et montre ce qu'on peut faire avec. Voilà. Donc, ce que je vais faire ici, c'est vous montrer quelques modèles de type, on va dire, SLIAR. Donc, le A ici va être pour asymptomatique, et je vais expliquer. Et vous montrer en particulier comment un modèle évolue au fur et à mesure du temps pour répondre à des demandes de plus en plus complexes, disons, de modélisation. Alors, je vais commencer donc par les modèles de type excusez-moi, SLIAR, et je vais mettre en opposition deux types de modèles. Un, le plus simple, dans lequel les individus latents ne vont pas transmettre la maladie, et un autre dans lequel les individus latents transmettent la maladie. Alors, pour commencer, et on a vu ça dans d'autres contextes déjà, le modèle SIR de Kermack et McKendrick, c'est un modèle qui est un peu simple pour pas mal de maladies. En particulier, il fait l'hypothèse que dès que l'on est infecté, on devient immédiatement infectieux. Et il suppose que l'infectiosité est la même pour tout le monde. Alors qu'on sait que beaucoup de maladies infectieuses, et en particulier les maladies infectieuses respiratoires, elles ont des formes graves et des formes modérées. Donc il est très fréquent que certains individus vont présenter des symptômes beaucoup plus graves que d'autres. Et ça, on l'a vu très clairement dans le cadre du Covid, puisque c'est quelque chose qui est assez fréquent en Covid. On sait que plein de gens n'ont, dans certains cas, même pas été conscients du fait qu'ils étaient malades. D'accord. Et pourtant, ils étaient infectieux pour les autres. Donc, ce qui était important, c'est pas seulement la présence de symptômes, mais c'est l'infectiosité. Vous pouvez être infectieux sans présenter des symptômes. Et donc, dans ce cas, hormis si vous êtes détecté d'une façon ou d'une autre, vous ne savez pas forcément que vous êtes infectieux. Voilà. Donc, pour adresser ces deux limitations, on va faire des modèles SIR, mais on va rajouter au modèle SIR de la latence. On a déjà vu ça dans le cadre du modèle SLIRS endémique, mais là, je vais le faire dans le cadre épidémique. On va rajouter de la latence et de la symptomaticité. Et on va dire qu'il y a donc enfin, l'infection, les gens infectés se divisent en trois types de personnes. Ceux qui sont latents, donc qui sont en phase d'incubation de la maladie, ceux qui sont asymptomatiquement infectés, donc qui présentent pas de symptômes mais qui sont infectieux pour les autres, et ceux qui sont infectieux et symptomatiques, qui sont les classiques, disons, dans le contexte épidémiologique. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est un modèle qu'on a publié avec Fred Brouwer, Pauline van den Riesch, James Watmore et Jian Hongwu il y a quelques années maintenant, mais qui est un modèle qui est assez fondamental, je pense, pour pas mal de choses comme ça. Et je précise que c'est une évolution, c'est un modèle, c'est pas nous qui avons inventé ce modèle est un modèle qui a été traité à l'origine par
d'autres, mais dans un cadre individu centré. Nous l'avons formulé mathématiquement, mais il existait déjà dans un cadre individu centré. Donc, euh, ce modèle, il fait les hypothèses suivantes. Donc, ici, je suppose qu'il n'y a pas de transmission par les latents. Et donc, le diagramme de flow procède comme suit. Donc, je suis susceptible. Au moment où je contracte l'infection, je deviens latent. Après ma période de latence, je suis infectieux ou asymptomatiquement infectieux. Et je faisais une petite pause, je trouvais que j'étais un peu surexposé. Donc, ce qu'on voit, c'est que après la période de latence, qui dure en moyenne 1 sur kappa unité de temps, vous voyez le kappa ici est un taux, et c'est le temps moyen de résidence dans le compartiment L. Après cette période d'incubation, une proportion P des individus devient symptomatiquement infectieux et une proportion 1-P devient asymptomatiquement infectieux. D'accord. Suite à ces périodes qui ont une durée qui dépend, donc le taux de sortie du compartiment A, donc asymptomatiquement infectieux, et de état, donc le temps moyen de résidence, c'est de 1 sur état. Le temps moyen de résidence dans le compartiment I, donc les symptomatiquement infectieux, c'est 1 sur alpha. Et enfin, je précise, là, ici, on autorise une mortalité induite par la maladie. On considère donc que les retirés, en fait, sont les retirés non décédés de la maladie. Donc, retirés soit parce qu'ils ont guéri d'une forme asymptomatique, soit parce qu'ils ont guéri d'une forme symptomatique, mais qui ne sont pas décédés. Et donc, 1 moins F, ici, c'est la proportion des individus qui sont retirés du fait de mortalité. D'accord. Donc, c'est un modèle de type Kermack-McHenrich. Donc, si je n'avais que ce I et que je n'avais pas le A et le L, ça serait un modèle de Kermack et McHenrich tout à fait classique. Mais ici, on autorise cette déviation additionnelle euh, par, les deux compartiments. Donc, en utilisant la méthode que je vous ai déjà présentée de calcul de la taille finale d'une épidémie et du calcul du R0, on peut calculer ces quantités ici, d'accord. Donc, on peut calculer le nombre de reproductions élémentaires et vous voyez qu'il implique, dans ce cas, la proportion des individus euh, qui deviennent symptomatiquement infectieux, P, d'accord, et la proportion 1-P des individus qui ne sont pas symptomatiquement infectieux, donc asymptomatiquement infectieux. Et ça, c'est les temps de résidence, 1 sur alpha et 1 sur eta. C'est les temps moyens de résidence dans le compartiment I et A. D'accord. Donc, le nombre de reproductions élémentaires prend cette forme. D'accord. C'est assez classique, c'est tout à fait comparable avec ce que l'on avait vu au préalable dans le cas du modèle de Kermack et McHenrich, sauf que ici, effectivement, et bien sûr, on prend en compte les temps de résidence dans les deux types de compartiments infectieux. Et de la même manière, on peut calculer une relation de taille finale. Alors, je ne sais pas pourquoi je quitte le focus. On peut calculer une relation de taille finale comme suit, d'accord. Donc, si vous vous souvenez, dans le cas d'un modèle de Kermack et McHenrich, bien sûr, on n'avait pas ce terme-là, mais sinon, tout le reste est très similaire. Et donc, voilà ce type de modèle. Alors maintenant, un autre modèle que je vais vous montrer, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire les deux, que on peut par exemple rajouter le fait que les individus latents peuvent transmettre la maladie. Alors ça va être important. Ça a été important par exemple, et j'y reviendrai dans quelques minutes, lors du Covid. Parce que on sait que pendant le Covid,
on a observé des gens qui étaient infectieux pendant leur période d'incubation, c'est-à-dire avant même d'avoir des symptômes ou non, d'être symptomatiquement ou asymptomatiquement infectieux. La fin de la période d'incubation était caractérisée par une phase de transmission de la maladie quand même. Et donc là, je reprends le même modèle, mais ce que je vais faire, c'est que je vais supposer que de plus, les L sont infectieux. D'accord? Donc le modèle, il est exactement le même. Je devrais revenir avant de procéder plus avant sur le terme d'infection. Alors le terme d'infection ici, dans mon modèle d'avant, vous voyez sa forme. Donc ce que ça fait ici, c'est que vous avez le nombre de susceptibles multiplié par bêta fois i, ce qui serait le terme d'infection classique, mais aussi plus bêta fois delta fois a. Delta ici, c'est un coefficient potentiellement d'atténuation qui décrit comment les individus asymptomatiques infectent les autres individus comparé aux individus symptomatiquement infectieux. Donc, si un individu, si le delta ici est égal à 1, ça veut dire que les individus asymptomatiques infectent exactement de la même manière que les individus infectieux, symptomatiquement infectieux. D'accord? Si c'est plus petit que 1, alors ils infectent moins que les individus infectieux. Et typiquement, on suppose que ce n'est pas le cas, mais on pourrait aussi supposer que delta est plus grand que 1. Si delta était plus grand que 1, ce qu'on aurait, c'est que les individus asymptomatiques sont plus infectieux que les individus symptomatiques. D'accord? Donc, voilà le cas ici. Donc ici, la transmission, elle est la somme de I et de delta fois A. Donc, dans ce nouveau modèle, eh bien, je rajoute, le reste est exactement similaire, ok? Et la seule différence avec ce que j'avais avant, c'est que j'ai non seulement ce I plus delta A que j'avais déjà, mais j'ai du reste un epsilon L qui représente l'infectiosité des individus durant leur phase de latence. D'accord? Donc, c'est le même modèle, si ce n'est que ce terme de transmission inclut maintenant la transmissivité, disons, des individus dans ce compartiment. Donc, là, je vais utiliser la méthode que je vous ai présentée avant pour faire le calcul. Donc, vous voyez, si vous vous rappelez de la façon dont on a mis en place le calcul, il nous faut les vecteurs des états. Donc ici, notre état infecté, notre état susceptible et notre état guéri ne changent pas. Mais ici, j'ai mes états infectés qui sont L, I et A. D'accord? Donc, par rapport aux paramètres dans la méthode, on a M égale 1, ça c'est le nombre de compartiments susceptibles. N égale 3, le nombre de compartiments infectieux, et je dois renseigner ces vecteurs et ces matrices ici. Donc H, c'est les coefficients, et ici c'est intéressant de regarder ça, c'était l'une des raisons pour laquelle j'ai choisi ce modèle, c'est que vous voyez que H, si vous vous souvenez, c'est les coefficients de transmission horizontaux. En gros, c'est quelle est la fraction, quelle est l'infectiosité des individus dans les différents compartiments infectieux. Et donc là, vous avez l'infectiosité des L, l'infectiosité des I et l'infectiosité des A, respectivement, d'accord? L, I et A, epsilon L plus, ça c'est le terme d'infection, d'accord? C'est bêta S fois epsilon L plus I plus delta A. D est égal à 1 parce que je n'ai qu'un compartiment infectieux, je n'ai qu'un compartiment susceptible. Pi, c'est la fraction des individus susceptibles qui vont dans les différents compartiments infectieux. Et ça veut dire que ici, tous les individus susceptibles au moment de leur infection deviennent L. Il n'y en a aucun qui va directement en I ou en A. Et enfin, ça c'était et enfin, V, c'est la matrice des autres mouvements, d'accord? Et donc, ça, c'est les autres mouvements dans les compartiments infectieux.
Comme on a une fonction, une incidence en action de masse, on a que la fonction bêta de E étoile, eh bien, de E0, pardon, l'équilibre sans maladie, elle est égale simplement à bêta. Et donc, par conséquent, j'utilise la formule et je trouve que R0, c'est cette quantité-là qui est donnée ici. D'accord? Donc, je dois calculer l'inverse de V, qui est très facile parce que ça, c'est une matrice triangulaire inférieure. Donc, ça se fait tout seul multiplié par h, etc. Donc vous voyez, vous avez la formule ici. Et ici, j'obtiens un R0 qui est pas exactement comme celui que je viens de vous présenter pour le modèle précédent, puisque je rajoute ici ce terme epsilon sur kappa. Mais à part ça, c'est exactement le même terme qu'on a, la même expression qu'on a vue avant, à part ce epsilon sur kappa. D'accord, qui vient du fait de l'infectiosité des individus latents. D'accord? Donc ça, c'est la moyenne, c'est le taux de progression depuis, c'est l'infectiosité, pardon, c'est l'infectiosité des individus latents divisé par, donc multiplié par le temps moyen de séjour dans la classe des latents, 1 sur kappa. De la même manière, je peux utiliser le calcul de taille finale qu'on a vu aussi dans le cours sur les modèles type McHenry. Donc, cette relation de taille finale, elle a cette forme ici, vous voyez. Donc là, j'utilise simplement la formule, et dans la formule, la seule chose qui reste à identifier, c'est ceci. Et puisqu'on a déjà fait ce calcul, c'est facile. Donc là, si par exemple, je suppose, alors rappelez-vous que là, ça s'applique à I0, I0 étant la distribution initiale d'individus dans les compartiments infectés. Donc si je suppose par exemple qu'à l'origine, au temps initial, j'ai pas de latent, pas d'asymptomatiquement infectieux, mais seulement I0 individus infectieux avec symptômes, alors j'obtiens ceci. Tandis que si je suppose qu'il y a L0, I0 et A0 au début, j'obtiens une relation qui est un peu plus compliquée, d'accord? Qui est, voilà, je vais essayer de sortir du milieu. J'obtiens cette relation un peu plus compliquée, mais qui vient directement de ce calcul. Donc ça sort directement de ce calcul, de cette expression-là, où vous obtenez ceci. D'accord? Donc ceci va vous donner le nombre d'individus encore, enfin S0 sur S infini, d'accord? Donc la relation que vous cherchez ici, c'est S infini. Enfin, la valeur que vous cherchez, c'est S infini, le nombre d'individus encore susceptibles à la fin de l'épidémie. D'accord? Donc voilà notre relation de taille finale ici. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler d'un modèle sur lequel j'ai travaillé avec Stéphanie Portet au début du Covid. Et en fait, on a travaillé sur ce modèle parce que comme je le disais, je vais vous montrer l'évolution d'un modèle un petit peu en fonction des demandes, enfin de ce qu'on sait et des problèmes auxquels on essaie de répondre. Donc là, c'est un modèle qu'on avait écrit pour Covid-19. Il a commencé dans une certaine forme et je vais vous présenter les évolutions successives de ce modèle, des évolutions, parce qu'il y en a plus que celles que je vais vous présenter, mais je vais vous présenter des évolutions successives de ce modèle. Mon appareil photo perd des fois le focus. Donc, ce que je veux vous mettre en évidence ici, c'est effectivement que les modèles, comme je disais, évoluent avec la compréhension qu'on a du sujet. Donc, en février 2020, il y a eu une mobilisation de la communauté des modélisateurs en épidémiologie mathématique, et pas seulement en épidémiologie mathématique, mais comme vous pouvez vous douter, ceux d'entre nous qui faisions déjà de l'épidémiologie mathématique avons été sollicités très rapidement. Euh, et ce qui s'est passé, par exemple, c'est qu'au Canada, l'agence de santé publique, donc ce qui s'appelle le Public Health, l'agence de santé publique, et il y a une division dedans qui est le Public Health Risk Science, euh, et ils ont mis en place un groupe de travail. C'est intéressant comment. Bon, faut que je le vois. Ils ont mis en place un groupe de travail sur la modélisation, à qui ils posaient des questions euh, diverses.
Et moi, personnellement, qui m'intéressait le plus là-dedans, c'était un espèce de calcul de la trajectoire mondiale de la maladie. Euh, et en particulier, ce qu'on essayait de déterminer vraiment au tout début de la pandémie, c'était quels étaient les lieux. Donc il y avait un ensemble de pays dont faisait partie le Canada qui avait très très vite rapporté des cas. Mais il y avait beaucoup de pays qui n'avaient pas encore rapporté de cas et on essayait de s'intéresser à la dissémination dans ces nouveaux pays. Et je précise, l'un des problèmes qu'on avait, c'était que il fallait aller vite. Donc, je travaillais avec, à l'époque, une armada d'ordinateurs que j'avais récupéré un peu partout. J'en ai encore plus là qui apparaissent. Donc ça, c'était mon truc de calcul. L'idée, c'était, bon, ben, on va faire un modèle déterministe, parce qu'un modèle déterministe, au niveau du calcul, c'est quelque chose qui va assez vite et qu'on maîtrise bien. Et sur lequel des calculs de sensitivité, ce genre de choses sont possibles. Alors le premier modèle qu'on a fait, c'était un modèle SLIAR, tout ce qu'il y a de plus simple, sauf qu'on a ajouté ces compartiments dont j'ai parlé lors du cours sur les temps de résidence. D'accord? Donc ici, vous avez un modèle exactement similaire à celui qu'on a vu avant, à part que ici, vous remarquerez que dans le modèle avant, c'était P fois epsilon qui allait là, en I1, et 1 moins P qui allait là. Alors que là, j'ai pi et 1 moins pi. Donc c'est le signe opposé, mais enfin le complément, mais c'est pas très grave. Donc c'est un modèle SLIAR, exactement comme celui que je viens de vous montrer, à la différence que chacun des compartiments L, I et A sont divisés en deux. Et ça, si vous vous rappelez du cours sur les temps de résidence, ça veut dire que ça nous permet de faire une description des processus qui est de telle manière que, par exemple, le temps que je passe dans les compartiments latents est gamma, disons, Erlang distribué, au lieu d'être exponentiellement distribué. Donc ça, c'était l'idée qu'on voulait un modèle qui soit en mesure de prendre en compte des temps de résidence potentiellement connus dans les différents compartiments et qui ne soit pas exponentiel. Je précise que c'est l'une des premières choses sur lesquelles on obtient des données pendant une épidémie, c'est les distributions de temps de latence. Pas forcément de latence, mais aussi d'infection. Donc les durées de séjour dans les compartiments sont quelque chose qui sont assez vite, assez bien observées, parce que quand les gens sont hospitalisés, ben on les a sous la main, disons, et on sait combien de temps ils restent à l'hôpital. Donc on obtient des distributions de durée de séjour euh, qui sont disponibles assez vite. Elles ne sont pas forcément très précises et la connaissance des choses évolue au fur et à mesure, mais n'empêche qu'on a ça. Donc là, effectivement, on a écrit un modèle. Alors je précise quand même que l'une des choses que nous, on prenait en compte dans ce modèle, c'est qu'on disait que pi, pour nous, c'était quand même plus que... C'est-à-dire, c'est pas simplement que c'était symptomatique ou asymptomatique, on se disait aussi, pi, ça correspond plus ou moins à notre capacité, enfin disons que 1 moins pi, c'était notre capacité à détecter des cas. D'accord? C'est-à-dire qu'on se disait que les asymptomatiques, et vous allez voir, c'est là où je parlais de l'évolution des modèles, on se disait que les asymptomatiques, c'était tout ce qu'on ne voyait pas. Pas simplement forcément des gens qui étaient vraiment asymptomatiques, mais des gens qui, par exemple, ne se présentaient pas à l'hôpital quand ils étaient malades ou ce genre de choses. D'accord? Euh, Donc après, on a eu un peu plus de puissance de calcul, merci, enfin, grâce à des financements, j'ai été en mesure de mettre en place un système de calcul un peu plus performant. Et donc on a pu s'intéresser plus à des problèmes liés aux données qu'on intégrait, qui étaient un peu plus complexes. Alors pour intégrer ces données un peu plus complexes, on a revu un petit peu la façon dont on a écrit le modèle. Alors là, je vais vous montrer, donc c'est la même manière qu'avant.
Donc, le modèle est le même qu'avant, sauf que ici, vous voyez que j'ai rajouté des compartiments. Avant, j'avais qu'un compartiment R. Ici, j'ai un compartiment R sortant d'infection symptomatique et un D pour les décédés, d'accord, les individus qui sont morts du Covid. Et là, l'idée, c'était que, en fait, ici, de nouveau, on faisait la même hypothèse. On se disait, les A sont les individus qu'on ne voit pas. Et donc, en fait, tous les individus dans ces cases bleues-là sont ceux qu'on est en mesure de mesurer. D'accord? Donc, puisqu'on avait accès à des moyens de calcul un peu plus importants, on s'est dit, bon, ben, on va essayer aussi d'utiliser, lorsqu'on les a, on avait surtout les données de décès. Euh, donc, on avait les nouveaux cas diagnostiqués et aussi les données de décès. Bon, les données je vais faire juste une remarque vite fait en passant sur ces données. Je les données ici. Donc, les données de guérison, je précise, c'est des données qui ne sont pas très fiables. D'accord? Il faut savoir que en particulier dans une épidémie, une pandémie qui mettait le système de santé autant à mal que le Covid l'a fait, et bien sûr, la priorité la plus faible, c'est de suivre les gens qui sont guéris du moment qu'ils sont plus à l'hôpital, bon, c'est important. Et donc les données en général, quand elles parlent d'individus guéris, dans le cadre d'une épidémie comme ça, elles sont en général pas fiables. Donc on les utilisait très très peu, mais on utilisait par contre effectivement les I et les D. Donc ici, l'idée est la même, mais encore une fois, et ça c'est quelque chose d'important à savoir quand on fait de la modélisation, c'est-à-dire que souvent, il va falloir adapter son modèle à, euh, aux données qu'on peut observer. Il ne faut pas enfin, avoir un modèle qui passe par beaucoup plus d'états que les données auxquelles vous avez accès, c'est pas pratique. D'accord? Parce que souvent, vous n'avez pas d'informations sur le contenu des différents compartiments, mais aussi, étant donné qu'on a par exemple des données de mortalité, bien c'est bien de les mettre. Et de les mettre, entre guillemets, ça veut dire d'avoir un compartiment que je peux comparer à mes données. D'accord? Euh, donc ensuite, bien justement, comme depuis un moment, quand on travaillait là-dessus, là, je vous présente ça, c'est 2 ans de modèle, plus ou moins, l'évolution de modèle sur 2 ans. Donc comme on avait plusieurs fois fait des grands écarts, en gros, pour dire, bien, vous voyez, ici, en fait, c'est ceux qu'on ne détecte pas, et ici, c'est ceux qu'on détecte, et bien finalement, on a changé la façon d'écrire le modèle tout court, euh, et on a réinterprété nos compartiments de la manière qui suit. Donc on a dit, comme avant, nous avons des latents, nous avons des individus U, c'est pour undetected en anglais, non détectés, et D, c'est pour détected. D'accord? Donc les undetected, c'est ceux qu'on ne détecte pas, soit parce qu'ils n'ont pas de symptômes, mais aussi parce que notre capacité de test, par exemple, n'est pas suffisante. Pour quelque raison que ce soit, ces individus sont non détectés. Tandis que ceux en bas ici sont détectés et ensuite, après leur détection, ils peuvent soit guérir, soit mourir. Mais dans tous les cas, ils passent à travers le système en étant détectés. Donc, alors, bien sûr, la proportion d'individus détectés, donc là on a changé aussi la notation, on a noté P, on est reparti à P, et puis là on va vers les individus détectés, donc P c'est la proportion des individus détectés. Alors si vous réfléchissez à ce que ce modèle veut dire, il vous dit que vous connaissez l'évolution. Donc dans un sens, en gros, c'est un modèle qu'il faut utiliser a posteriori, dans la mesure où, bien, je ne sais pas forcément. C'est-à-dire que ici, il ne faut pas voir forcément cette flèche comme représentant
un changement pour les individus qui sont L, d'accord, qui sont latents. C'est plus le fait que à un moment donné, après l'épidémie, on sera en mesure d'évaluer ce P. Donc, c'est un paramètre qui est inconnu, avec lequel on joue, d'accord, qui nous permet de représenter la capacité d'un système à détecter euh, des cas. Donc, plus P est proche de 1, plus vous êtes bon à détecter des cas, qu'ils soient symptomatiques ou non, d'accord. Plus P est proche de 0, moins vous êtes en mesure de détecter des cas. Et si par exemple P est égal à 0, bien, tous les cas sont non détectés. Et le dernier truc que je veux préciser ici, donc les compartiments dans cette boîte rouge, c'est tous les compartiments qui sont infectieux pour les autres. Donc ici, on suppose aussi que les individus dans la phase de latence avancée sont infectieux pour les autres. Et une autre petite remarque, vous voyez qu'ici, par contre, on a changé parce qu'on avait des idées sur les durées, par exemple, pendant lesquelles les individus sont, sont latents avant d'être infectieux et pendant lesquels, après, la durée de la latence infectieuse. Et donc ici, on utilise un epsilon 1 et un epsilon 2 pour les taux de mouvement depuis L1 vers L2 et de L2 vers la sortie de L2. Ce qui veut dire que ici, le temps de séjour dans L1 plus L2 n'est pas Erlang. Il est gamma, mais il est beaucoup plus compliqué à formuler que Erlang. D'accord. Mais bon, c'est une simplification, c'est une complexification acceptable dans le sens où on a une bonne idée sur les durées de temps ici. Et n'empêche que le temps de séjour dans les deux est quand même plus compliqué qu'exponentiel. Alors ensuite, par exemple, on s'est dit, bon, ben, comme je disais, donc les choses ont évolué au fur et à mesure. Donc comment vous faites évoluer un modèle comme ça pour prendre en compte l'apparition de nouveaux variants? Ben, c'est assez facile. Vous faites une multiplication de ce modèle par deux, d'accord? Donc là, ce que je fais, c'est que je prends deux copies de mon modèle. J'ai une copie qui correspond au nouveau variant. Si j'ai un nouveau variant qui arrive dans la population, et j'ai un variant résident, un variant qui est déjà présent dans la population. Et ce qui se passe, c'est que eh bien, les indices ici correspondent à ce que, selon, est-ce que vous êtes avec le nouveau, ou, vous voyez, le original, ou le nouveau. O, c'est original dans la communauté. Le C, c'est parce que le modèle est encore plus compliqué que ça, mais là, je ne parle que de celui-là. Donc, original dans la communauté, nouveau variant dans la communauté. D'accord. Et ensuite, savoir qui va être infecté, eh bien, on a tous les susceptibles qui sont présents. Et ces susceptibles, en fait, sont en. Les deux types de variants sont en compétition pour infecter ces gens. Et donc, selon le nombre d'individus qui sont dans ces compartiments et ceux-là, eh bien, on va avoir les susceptibles qui vont être infectés par soit le résident, soit le nouveau variant, et on va pouvoir évaluer l'évolution du nombre de nouveaux variants, par exemple, dans la population comparé aux variants résidents. Alors, je ne vais pas passer plus longtemps là-dessus. Maintenant, je vais vous montrer un modèle avec vaccination. Alors, juste pour vous montrer qu'on peut faire de la vaccination aussi dans un modèle de type Kermack et McKendrick. Alors ici, c'est de nouveau un modèle type Kermack et McKendrick, sauf que ici, vous voyez que j'ai des latents, d'accord? Donc, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai une fraction des individus au début. S0, c'est la population susceptible à l'origine. Et ce que je fais, c'est que j'en vaccine une fraction gamma avant l'épidémie. Et ce qui se passe, c'est que la vaccination, ce qu'elle fait, c'est qu'elle réduit la probabilité d'être infecté et la durée de la période infectieuse, l'infectiosité, et elle réduit la mortalité. Donc en fait, l'indice U ici, c'est pour unvaccinated, et l'indice V, c'est pour vacciné. Donc j'ai une dynamique qui est un peu similaire à celle que j'avais avant,
si vous vous rappelez des deux variantes. En fait, ici, je vais avoir des nouveaux infectieux, euh, les susceptibles non vaccinés, ils vont suivre ce chemin-là, et évidemment, l'infectiosité, d'accord, enfin, la force d'infection à laquelle ils sont soumis, c'est la force d'infection des individus non vaccinés et celle des individus vaccinés, où typiquement, on suppose que ce sigma I ici, là, qui rentre en facteur, c'est un, un- un terme qui va être plus petit que 1 et qui indique la perte d'infectiosité, okay, la réduction d'infectiosité d'un individu vacciné par rapport à un individu non vacciné. De la même manière, le sigma S ici, c'est la diminution de la probabilité qu'un individu vacciné acquiert la maladie. D'accord. Donc les sigmas que vous avez ici et là, ce sont donc c'est d'une part sigma I, c'est la réduction de l'infectiosité due à la vaccination, et sigma S, c'est la réduction de la susceptibilité due à la vaccination. Pour le reste, c'est un modèle tout à fait classique, alors que, bon, enfin, tout à fait classique, si ce n'est que effectivement, on suit deux courbes, enfin deux parcours parallèles, d'accord, qui sont similaires, et donc le modèle ressemble à ceci, d'accord. Donc c'est le même modèle qu'on avait avant. Euh, c'est un modèle SLIR, de type Kermack et McHenry, donc épidémique, où les individus sont soit non vaccinés, soit vaccinés. En fin de compte, ils sont retirés. Il y a une certaine mortalité des individus infectieux qui apparaît là. Et là, la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est que je pense que c'est une, c'est une illustration d'une utilisation de cette méthode que je vous ai présentée avant, dans un cadre un peu plus général que celui qu'on a vu, ceux qu'on a vus jusqu'à présent, où il n'y avait qu'un compartiment susceptible. Ici, il y a deux compartiments susceptibles, les vaccinés et les non vaccinés. Et les non vaccinés, donc M est égal à 2. Ce qui veut dire que, alors là, vous voyez, ça c'est les coefficients de transmission verticale, horizontale, pardon, c'est le coefficient c'est quelle est l'infectiosité des I, les L ici ne transmettent pas la maladie, donc LU et LI, V, pardon, ne changent pas. Euh, Par contre, les IU et IV, ça c'est leur infectiosité aux autres. Le D là représente la, l'infection, ça correspond à ce terme-là, d'accord. Ici c'est 1, ici c'est sigma S, d'accord. Vous l'avez ici. Pi, c'est la fraction des individus susceptibles qui rentrent dans les différents compartiments infectieux. J'aurais dû écrire ici que les compartiments infectieux, c'est évidemment LU, LV, IU et IV. D'accord. Donc ici, ça dit que tous ceux qui sortent de SU vont en LU et tous ceux qui sortent de SV vont en LV. D'accord. Il n'y a pas d'entrée directement dans les compartiments I, U et IV. Et enfin, ceci, c'est la matrice V des mouvements euh, dans les compartiments infectieux. Donc on utilise la même méthode qu'avant et on trouve, il y a un vecteur gamma si vous, pour vous replonger dans la méthode, il y a un vecteur gamma qui prend cette forme ici. R0 a cette expression ici. Et la relation de taille finale, elle a cette forme. Alors là, vous voyez qu'elle est un peu plus compliquée que celle qu'on a vue jusqu'à présent, parce que ici, il y a deux équations. D'accord. De façon assez logique, vous avez une équation pour SU et une équation pour SV. D'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous résolvez d'abord l'équation pour SV, d'accord. Et après, vous plongez ça dans l'équation sur SU ou vice-versa. Enfin, bon. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais on a quand même une relation de taille finale qui s'exprime. Et voilà.
Alors la dernière chose dont je veux vous parler, c'est vous montrer que cette méthode dont je vous fais la pub depuis un petit moment, en fait, elle marche pas partout, loin de là. Je vais vous montrer un exemple où elle ne marche pas, et c'est très très facile de construire un exemple où elle ne marche pas. Ok. Donc ici, j'utilise un travail qui avait été fait par un étudiant d'été, un étudiant de troisième année qui travaille avec moi. Et donc ici, on avait considéré une métapopulation, donc ça c'est le cours 14, sur deux patchs. Métapopulation très simple, donc là c'est un modèle SIR de type Kermack et McCain, tout ce qu'il y a de plus classique. À part que vous voyez que j'ai S1, et enfin, avec l'indice 1, c'est les individus qui sont dans l'endroit 1, et avec l'indice S2, avec l'indice 2, c'est les individus qui sont dans l'endroit 2. Et ce que je fais, c'est que j'ai un modèle SIR classique en 1 et un modèle SIR classique en 2, avec une toute petite différence, qui est que j'ai des individus, j'essaie de me placer pour qu'on le voit, j'ai des individus du lieu 1 qui bougent vers le lieu 2 à ce taux M21, d'accord, taux de mouvement vers 2 depuis 1. Et ça, c'est les infectieux, d'accord. Et les infectieux, donc, ils bougent du lieu 2 vers le lieu 1, ils arrivent au lieu 2 à ce taux-là. Et voilà le modèle. Donc, il est on ne peut plus simple. C'est un modèle qui s'analyse très bien par d'autres méthodes, mais en termes de calcul de R0, utilisant la méthode que je vous ai montrée, donc vous pouvez ici utiliser la méthode de Van den Driesch et Watmore, par exemple. Euh, Vous ne pouvez pas utiliser la méthode que je vous ai montrée, vous ne pouvez pas non plus utiliser le calcul de taille finale, parce que le bêta ici, en fait, ne peut pas se mettre en facteur de la même manière qu'on l'a fait jusqu'à présent. Donc, même si je vous conseille des fois d'utiliser cette méthode, je précise bien qu'elle ne marche pas partout, elle ne marche pas tout le temps, et donc c'est important d'être conscient de ces limitations.